Merci de votre fidélité. Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 13h, temps universel. Le journal. Salimata Dao. Bienvenue. Communication autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les membres du Conseil économique, social et culturel et du Haut Conseil des collectivités ont rencontré ce matin l'équipe de la Commission nationale de la nouvelle constitution pour échanger sur les innovations de ce texte de loi fondamentale. À Bamako, les marchés pullulent, le bas-côté des rues est occupé par endroits, c'est la chaussée qui est envahie, ce qui rend la circulation difficile. Une de nos équipes de reportage a fait un tour sur la voie menant au Dabanani, le récit dans ce journal. Dans quelles conditions un homme qui a signé monogamie avec son épouse peut légalement se remarier? C'est le sujet de la chronique judiciaire. Adama Djimde nous donne la réponse en fin d'édition. Éliminatoire CAN des moins de 23 ans, le Mali joue samedi contre le Rwanda à Kigali. Coupe de la Ligue de Bamako, les demi-finalistes sont connus. Le championnat national de Ligue 1 joue sa deuxième journée à partir de demain, vendredi. C'est l'affiche de la page sport qui sera développée par Isaac Tchenou. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Suite de la restitution de l'avant-projet de la Constitution, la commission de rédaction de la nouvelle Constitution était ce matin face aux membres du Conseil économique, social et culturel et du Haut Conseil des collectivités. Il s'agissait pour la commission de faire l'état des lieux des innovations de ce texte de la loi fondamentale, conformément aux aspirations du peuple exprimées lors des assises nationales de la refondation. Reportage Nourom Sissoko. Cet exercice de restitution de l'avant-projet de constitution à l'intention du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel par la commission de rédaction de la nouvelle constitution vise à édifier les membres de ces institutions sur les innovations majeures de ce document. Ce texte de loi fondamentale répond aux aspirations du peuple malien, telles exprimées lors des assises nationales de la refondation selon la commission. Wafi Ougadei Sissé, rapporteur général de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Plus de 30 ans après, est-il apparu nécessaire de corriger les lacunes décelées dans le fonctionnement des institutions et abandonner toute fiction juridique d'application difficile, voire impossible. C'est cette ambition qui justifie certains changements ou innovations. C'est aussi cette même ambition qui explique certaines suppressions telles que celle de la Haute Cour de justice, qui de sa date de création à nos jours n'a rendu aucune décision. La 7e et la 8e institution de la République ont approuvé l'élaboration de cet avant-projet de constitution, tant réclamé par les Maliens. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. L'avant-projet de constitution comporte d'importantes innovations que nous partageons. Cependant, il est de notoriété qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pourquoi le document suscite de notre part certaines observations et suggestions que nous vous ferons parvenir le plus tôt possible en vue d'en améliorer le contenu. Amadou Sanoussi Dafé, vice-président du Conseil économique, social et culturel. Le Conseil économique, social et culturel a rassuré le dit document serait l'objet d'une analyse approfondie et que ces observations, dans les plus brefs délais, seront transmises à qui de droit, et ce, dans le souci d'apporter toujours une contribution plus active de l'institution à la grande œuvre d'édification nationale enclenchée. Des exemplaires de l'avant-projet de constitution ont été remis au président du Haut Conseil des collectivités et au vice-président du Conseil économique, social et culturel. Voilà cette rencontre entre la commission de la rédaction de la nouvelle constitution et le Conseil économique, social et culturel et le Haut Conseil des collectivités a eu lieu hier mercredi.
58 parajuristes des régions de Caille et Nioro du Sahel sont en formation. Cette formation de 12 jours leur permettra de mettre à la disposition des populations des services d'information juridique, de conseils d'orientation, de médiation et d'accompagnement administratif et judiciaire. L'initiative est de l'association des MESO à travers son programme d'appui à la promotion et à la protection des droits des couches vulnérables au Mali, Djigiyakura 2022-2025. On fait le point avec Balkissa Saadibou Chérif Aïdara. C'est pour un accès plus facile des populations aux informations juridiques et aux services publics de la justice formelle que l'association des MESO a initié cette session de formation. Elle regroupe pour une douzaine de jours 58 parajuristes, dont 29 femmes venues de 29 communes des régions de Caille et Nioro du Sahel. La formation portera, selon Samou Koulibaly, représentant du coordinateur national de DEMESO, sur les 14 modules du curriculum national de formation des parajuristes. Qui sont entre autres l'état civil, l'accès à la justice et à l'administration, le droit foncier, la prévention, la gestion et la résolution des conflits, les droits humains de façon générale, mais particulièrement les droits de la femme, les droits de l'enfant et surtout la démocratie et l'état des droits, la décentralisation, la chaîne pénale, la médiation pénale. Cette initiative, selon les autorités régionales en charge des affaires juridiques de Caille, vient apporter un plus dans l'atteinte de leurs objectifs. Paul-Marie Diarra, substitut du procureur du tribunal de grande instance de Caille. Cette formation permettra de renforcer la capacité des parajuristes, mais également elle permettra de rapprocher les chefs de la justice, en ce sens que les parajuristes formés seront aptes à sensibiliser et à encourager les personnes victimes de violations de leurs droits à saisir la justice. Boubacar Traoré, conseiller aux affaires juridiques du gouverneur de Caille. Cette activité du programme d'appui à la promotion et la protection des droits des couches vulnérables au Mali s'inscrit dans les priorités des plus hautes autorités du pays pour les secteurs de la justice et de la lutte contre l'impunité. Les participants au sortir de cet atelier devront acquérir des connaissances leur permettant de mettre à la disposition des populations des services d'information juridique, de conseil, d'orientation, de médiation et d'accompagnement administratif et judiciaire. Caille, Balkissa Saadibou Chérif Aïdara, Mamadou Bagayogo pour l'ORTM. Un nouveau phénomène est à la mode depuis un certain temps à Bamako. On constate de plus en plus des marchés s'installer sur le bas-côté des rues et parfois même sur la chaussée, rendant la circulation difficile. Sur la voie menant au marché d'Abanani, derrière l'Institut d'économie rurale IER, les vendeuses se sont installées sans aucune autorisation sur la route. Une équipe de reportage conduite par Valentin Roger Diallo y a fait un tour suivant. À 8 heures passées, le marché communément appelé Wuninda sur la route de Dabanani s'anime et refuse du monde. Les commerçants ont ouvert leurs portes et des vendeuses sont déjà installées pendant que les Sotramas et autres usagers sont dans l'empressement. Ces vendeuses prennent d'assaut toute une partie de la chaussée avec leurs marchandises. Un véritable marché s'est installé sous la voie entre les feux de signalisation. Les vendeuses sont à la base de cet incivisme. Elles disent ne plus savoir où aller. Mariam Diarra, vendeuse de condiments. Nous sommes dans les problèmes des sites depuis qu'il y avait des Kael-Cédra ici. Nous savons bien que nous dérangeons les gens. En cas d'accident, on est solidaires entre nous. On ne supporte même plus la mauvaise odeur. Mariam Togola, vendeuse de condiments. On est là depuis bien avant Yaoundé 72. Nous n'avons aucune autorisation pour nous installer ici. Et on est conscient des dangers. Nous n'avons pas de marché. Donc on essaie de faire comme on peut. Au marché Wuninda, il est clair que la circulation est difficile pour les usagers. Le facteur aggravant de cette situation, ce sont les travaux sur la chaussée qui attendent d'être achevés depuis des semaines. Une partie de la rue s'est affaissée, laissant un trou béant sur la voie. Elle est entourée par des blocs de béton. Profitant de cette situation, des vendeuses se sont installées de façon anarchique tout autour, au grand désarroi des usagers qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin dans ce tohu-bohu. Adi Sidibé, vendeur de moustiquaires.
Il y a tout le temps des bagarres ici entre la population. La rue n'est pas un lieu de commerce. En plus, les vendeuses passent la journée à nous insulter ici. Nous lançons un appel aux autorités. Moussa Balaïra, livreur. Les vendeuses occupent la rue. Il n'y a que les autorités pour les faire partir. Il faut bien prendre des mesures alors. À la mairie du district de Bamako, les responsables tentent de trouver une solution à cet incivisme à ciel ouvert. Kamara Fatimata Traoré est la première adjointe au maire du district de Bamako. La mairie de Bamako n'a pas donné d'autorisation à ces gens-là pour qu'ils puissent s'installer vraiment anarchiquement. Je dis anarchiquement parce que ce n'est pas un lieu pour qu'on puisse s'installer. Cette situation s'est installée suite aux travaux engagés par la direction des routes qui est en train de faire des travaux sur ce tronçon-là. Comme les travaux sont dans une durée, et il y a de l'espace vide, inoccupé. Les commerçants ont profité de cet espace-là pour vraiment s'installer. Et entre-temps, nous allons nous concerter avec la direction générale de route qui a engagé ces travaux afin qu'ils puissent rapidement finir ces travaux. Chercher son gagne-pain est un leitmotiv pour la population qui doit faire preuve de résilience. Cependant, cela ne doit pas rimer avec l'incivisme, voire troubler l'ordre public. Quoi qu'il en soit, force est à la loi et force doit rester à la loi. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré va prêter serment demain en tant que président de la transition après sa désignation comme président de la transition à l'unanimité par les assises nationales le samedi dernier. Ibrahim Traoré aura maintenant la charge de conduire le Burkina Faso vers une plus grande stabilité politique et sécuritaire. Cette investiture prévue par la charte de la transition doit en principe respecter les conditions fixées par la CEDEAO. La fin de la transition est prévue en 2024 et son président n'est pas éligible aux élections générales qui seront organisées à la fin de cette période. En Guinée, le procès du 28 septembre 2009 se poursuit et l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, Aboubakar Sidiki Diabaté, a témoigné hier pour sa première journée de comparution. Aboubakar Sidiki Diakité Ditomba n'a pas du tout évoqué les événements du 28 septembre 2009. Il est longuement revenu sur les événements qui ont précédé la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD et le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara en décembre 2009. Au lendemain du décès de l'ancien président, le général Lansana Conté, Aboubakar Sidiki Diakité Ditomba devant la cour a demandé à l'ancien président de transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, d'assumer ses responsabilités et de demander pardon au peuple de Guinée, signalons que le procès a été séjourné hier et reprend lundi prochain. Inondation au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a décrété hier un état d'urgence pour mieux se contenir et gérer ces inondations. Elles ont été provoquées par de fortes pluies et elles ont touché 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays et affecté plus d'1 million de personnes, a déclaré Mahamat Idriss Déby lors d'une allocution à la télévision nationale, ajoutant que les eaux ont péri plus de 465 000 hectares de champs et 19 000 têtes de bétail. Mahamat Idriss Déby a aussi appelé les pays amis et les partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du gouvernement tchadien. Au Gabon, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, a écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une réquisition de 2,3 milliards de francs CFA. C'est le verdict qui a été donné hier par le tribunal correctionnel de Franceville au président du Parti des démocrates au sujet des valises d'argent. Comparu au tribunal pour délit de contrebande suite à son interpellation le 17 septembre dernier avec 3 valises d'argent disposées à l'arrière de son véhicule qu'il revenait d'un voyage au Congo-Brazza. Guy Nzouba Ndama a plaidé non coupable devant la cour. Lors de son interrogatoire, la défense a demandé que lui soit restitué l'argent, soit un montant d'1,19 milliard de francs CFA saisi par les agents des douanes et reversé dans les comptes du Trésor public gabonais, car il s'agissait des fonds d'une transaction immobilière. Passé de 13 minutes et nous allons à présent parler sport. Éliminatoire CAN des moins de 23 ans, le Mali joue samedi contre
le Rwanda à Kigali. C'est au compte du deuxième tour aller Coupe de la Ligue de Bamako. On connaît depuis hier les demi-finalistes. Le championnat national de Ligue 1 joue sa deuxième journée à partir de demain vendredi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chino. Le championnat national de Ligue 1 démarre demain la deuxième journée au stade Modibo Keïta. L'Union olympique recevra le club olympique de Bamako. Cette rencontre sera suivie de l'opposition face à AS Police, une rencontre entre porteurs d'uniformes. La plupart des rencontres se joueront le lendemain samedi. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, le Djoliba affrontera Afrique Football Elite. En deuxième heure, les 11 créateurs de Niarela auront affaire au Black Star de Badalabougou. À Bougouni, l'US Bougouni accueillera l'AS Real. Au stade Lamine Konaté de Keïta, l'US Keïta sera l'hôte de Binga FC. Cette deuxième journée prendra fin dimanche avec 2 rencontres à Bamako au stade Modibo Keïta. À partir de 16h, le stade de Bamako en découdra avec l'ASCO et enfin, El Seba croisera le fer avec l'AS Bakaridja. Pour ce qui est de la Coupe de la Ligue de Bamako, en quart de finale joué hier, le Djoliba a été battu par Afrique Football Elite 2-1 après le tir au but. Au bout du temps réglementaire, le score était de 0-0. Le tableau de demi-finale est désormais connu. Il s'agit bien du Salman de Bamako, Yélé Olympique, 11 créateurs et Afrique Football Elite. Et puis, l'équipe nationale olympique jouera samedi à Kigali contre son homologue du Rwanda. C'est au compte du match aller du second tour des éliminatoires de la CAN de moins de 23 ans, Maroc 2023. Le match retour est prévu pour le 29 octobre ici à Bamako. Rappelons que le Mali avait été exempt du premier tour. La sélection malienne est dirigée par le sélectionneur Badra Alou Diallo, alias Conti. Et puis, sport équestre, le Mali participe au Salon international du cheval à El Jarida au Maroc. La délégation malienne est conduite par le président de la Fédération malienne de sport équestre, Mohamed Aïdara. Voilà la leçon du sport. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la faute disqualifiante en basketball. La faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante du joueur, du remplaçant ou autre acteur sur le banc d'une équipe. Dans ce cas, le joueur devra quitter l'arène ou rester dans les vestiaires en cas de rapport de l'arbitre. La sanction peut être assez grave. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon du sport en rediffusion. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Barrego Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est un joueur qui a agressé son adversaire. Le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié. Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens, tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Barrego Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. Mais il faut l'envoyer. S'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Il doit être dans les vestiaires jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là, l'arbitre lui donne 2 lancers francs. Il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi s'intéresse à un fait de société, le régime matrimonial dans nos foyers, monogamie ou polygamie selon les cas. Dans quelles conditions un homme qui a signé monogamie avec son épouse peut légalement se remarier? Les réponses dans la chronique judiciaire avec Adama Djimde. Les couples qui décident de s'unir pour le meilleur et pour le pire le font généralement ensemble devant l'officier d'état civil. À la mairie, ils doivent convenir sur leur choix matrimonial. Aux maires de se rassurer en leur posant des questions d'ordre pratique. Samake Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Lors de la célébration du mariage, que l'officier d'état civil demande aux époux lequel des régimes ils ont choisi. Et lorsque l'époux notifie que c'est le régime de la
polygamie, l'officier d'état civil doit demander à l'épouse si elle est d'accord. Tout comme lorsqu'ils choisissent la monogamie, l'officier d'état civil demande à l'épouse, enfin en tout cas la future épouse, si elle est d'accord ou pas. L'option monogamie ou polygamie ressort sur l'acte de mariage. Après avoir opéré son choix, monogamique ou polygamique, l'homme qui veut changer de régime peut le faire, mais suivant certaines procédures. Il faudrait qu'il passe devant notaire et avec le consentement de son épouse. Ils vont devant le notaire et le notaire constate justement le consentement express de l'épouse. Puis le notaire leur fait un acte, soi-disant que la dame elle a renoncé à l'option monogamie pour l'option de la polygamie. Souvent, certains citoyens contournent cette mesure pour s'unir, mais le plus souvent au détriment de la femme qui ne peut pas avoir d'acte de mariage parce que son époux est déjà sous régime monogamique. Ce qui a comme conséquence, par exemple, lorsque l'époux, par exemple, décède, la femme en question, qui n'a pas pu être épousée légalement, ne pourra pas hériter. Comme la femme aussi qui décède, puisqu'elle n'est pas mariée légalement avec ce monsieur aussi ne pourra pas hériter d'elle. Mais par contre, les enfants qui pourront naître de cette union en parenthèse, si sur leur acte de naissance il y a le nom du père, ces enfants pourront hériter. Mais la femme qui n'est pas dans un mariage légal reconnu ne pourra pas hériter. Parce qu'on a des cas où des femmes sont restées dans des mariages pendant plus de 20 ans sans mariage civil, après le décès du mari, qui n'héritent de rien. Les femmes qui se sentent lésées n'hésitent pas à entamer des procédures judiciaires. Samake Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Oui, il y a des plaintes pour bigamie. Quelqu'un qui est marié sous l'option de la monogamie va épouser une autre femme. Ça, c'est de la bigamie. Et c'est un délit qui est réprimé par le code pénal. Des femmes sachant qu'elles sont mariées sous le régime de la monogamie et ayant appris que leur mari s'est remarié légalement devant monsieur le maire, peut porter plainte pour bigamie. Pour éviter des cas pareils, mieux vaut avoir le consentement express de l'épouse que de se retrouver devant le tribunal. Voilà, il est 13h passé de 21 minutes et c'est la fin de cette édition qui a été présentée par Salimata Dao, mise en onde Bintou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Maïmouna Guindo, dossier Baba Diara, coordination Ousmane Dao, Marcel Tessougué a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Restez sur votre radio nationale tout à l'heure, la lecture des avisés communiqués par Kani Keita. Merci et bonne écoute radiophonique.